Philippe, vous êtes ingénieur centralien. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez travaillé en France, à l'international, dans différents secteurs industriels, l'énergie, la chimie, le transport, le bâtiment, les télécommunications. Vous êtes chef de projet, vous avez eu des postes de direction. Et vous, ce qui vous passionne, c'est la finitude des ressources. Pardon, Oui. j'ai pas écouté toute la question, j'étais focalisé sur le fait qu'on était en train de me remplacer mon verre d'eau du robinet par une bouteille et que ça allait franchement m'énerver. Oui, mais Et la comme en régie- plus il a fallu déjà que je prenne des tranquillisants par rapport à tout ce que j'ai entendu, vous avez bien fait de m'inviter tout seul sur le plateau. Ah, Non. Alors, je suis d'accord. désolé, j'ai une voix très caverneuse parce que voilà, je suis en train de perdre la voix. Et c'est pas sympa parce que j'ai plein d'autres interventions dans les jours qui viennent. Bah, merci d'être avec nous. en Voilà. tout cas. Donc on va essayer quand même Vous avez fait un... vous d'avoir un avez- message optimiste avec une voix comme ça va être très dur, je sais. Mais non, je suis sûre que ça ira très bien. Vous avez écrit un ouvrage sur le futur des métaux. Ah, c'est un gobi. C'est Alors, le un gobi, biberon, ouais, c'est je connaissais pas. Ok. Ah ouais, c'est une gourde, ça serait utilisé. D'accord. C'est pas une métaplasie. Voilà, donc on parle finitude des ressources, ça tombe bien. Vous avez écrit un livre qui s'appelait L'âge des low-tech. Vous gagnez en audience aujourd'hui en France. Vous êtes un des auteurs qui est un des plus grands experts de ces questions. Voilà, quel est votre regard, vous, sur justement notre rapport à la technologie, par rapport aux ressources, par rapport aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui? Ok, donc je reprends pas toutes les horreurs que j'ai entendues et qui prendraient 3 heures à expliquer, parce qu'en fait je sens bien qu'il y a du positif dans toute cette salle et tout le monde veut bien faire, mais c'est terrible de s'apercevoir où on en est aujourd'hui dans la compréhension de la matérialité de notre monde. Voilà. Mais n'hésitez pas quand même. Alors on va essayer quand même en 5 discuter. minutes de faire la partie pessimiste, et puis après on va faire en 5 minutes la partie un peu plus optimiste. La partie pessimiste, c'est qu'il n'y a pas de solution technologique qui permette de maintenir le niveau de gabegie énergétique et de consommation de ressources actuelles. Quand je dis actuel, c'est au niveau planétaire. Et je ne parle pas de la question de dire qu'il faut donner accès à l'énergie, etc., enfin un minimum d'énergie aux pays du Sud, et tout ça avec l'effet démographique. C'est pas possible d'atteindre 100% d'énergie renouvelable en 2050, en 2100, en tout ce qu'on veut. C'est possible aux Maldives et au Tuvalu, donc tant mieux pour les 43 pays qui ont voulu y aller, mais ça ne va pas être possible à l'échelle planétaire. Alors pourquoi ça va pas être possible si on ne revoit pas drastiquement le niveau en valeur absolue de consommation actuelle qu'on a, en valeur absolue. Après, il faudra voir par combien on divise et par combien de personnes on a. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'effectivement, on a des tombereaux d'énergie qui nous tombent dessus avec le soleil, c'est 6000 fois, je sais pas quoi, les besoins de l'humanité. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il faut des ressources métalliques pour convertir, pour stocker, pour transporter ces énergies renouvelables qu'on peut récupérer. Et ces métaux-là, en fait, on n'en aura pas assez pour faire, disons, un déploiement massif, un peu à la Jérémy Rifkin, si vous voulez. On va tartiner des panneaux solaires, on va tartiner des éoliennes, on va faire de la biomasse, du biogaz, des machins, des voitures à hydrogène. Et tout va bien marcher parce que je vais avoir ce qu'on appelle des grilles intelligentes, des réseaux intelligents, les smart grids. Voilà. Ça ne marche pas parce qu'on heurte un mur de disponibilité métallique. Je n'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail, mais le fait est que c'est vrai, c'est-à-dire qu'on creuse de plus en plus profond, des endroits de moins en moins accessibles, avec des minerais qui sont de plus en plus pauvres, et qu'il faut en plus y consacrer de plus en plus d'énergie, fossile s'il vous plaît, parce que c'est des gros tractopelles, et que le gros tractopelle électrique, on ne l'a pas encore inventé, et des camions qui font 291 tonnes de charge utile. Donc voilà, c'est pas possible, on va heurter le truc. Alors on pourrait dire les métaux, mais oui, mais les métaux, on va les recycler. Hein. Alors, sur Mars, je ne sais pas si on va le recycler, mais alors qu'est-ce qui fait qu'on a du mal, en fait on a beaucoup de mal à recycler les ressources métalliques. C'est facile de recycler un câble de cuivre, bien sûr, c'est facile de recycler une bague en or. Mais dès qu'on rentre dans des trucs un petit peu plus technologiques, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on a des usages d'abord que j'ai appelés dispersifs ou dissipatifs. C'est-à-dire que tous les métaux, toutes les ressources qu'on utilise tout autour de nous, elles ne sont pas utilisées forcément sous leur forme métallique ou sous leur forme bien récupérable. Un exemple, c'est que 95% du titane, qui est un métal un peu compliqué, un peu cher et tout, n'est pas utilisé sous forme de titane, il est utilisé sous forme de colorant blanc universel, donc on le trouve dans le papier, dans les peintures, dans les encres, dans tout ce que... Voilà. Et la bouillie bordelaise sur les vignes bio, c'est du sulfate de cuivre, donc je les pends et je le récupérerai pas. Voilà. Donc ça déjà, ça fait qu'il y a toute une série de choses qui ne sont pas récupérables, pas recyclables. On ne peut pas refermer la boucle de l'économie circulaire. Le deuxième problème, c'est qu'on utilise nos
tous nos métaux sous des formes très compliquées. Des dizaines de milliers d'ailages différents, des toutes petites quantités. Et plus évidemment on miniaturise, plus on va vers le high-tech, vers la haute technologie, plus c'est compliqué de séparer les 20, 30, 40 métaux que sont contenus dans un smartphone en toutes petites quantités. En plus, quand on arbitre mal effectivement entre coût de l'énergie et des matières premières, et puis coût de la main-d'œuvre, c'est trop cher de mettre un bonhomme à démonter en gros les petits moteurs dans les rétroviseurs de vos voitures. Vous êtes des feignants de consommateurs, maintenant vous n'avez pas envie de bouger vos rétroviseurs tout seul. Donc les constructeurs, ils ont dit on va vous mettre des moteurs électriques. Et cette grosse voiture, boum, elle passe dans un broyeur, ça finit dans un four électrique, et donc les petites terres rares, les machins, les câbles de cuivre, etc., tout ça, ça part et ça finit dans de la ferraille à béton. C'est le monde dans lequel on vit et on ne pourra pas faire ça. Donc littéralement, on recycle moins de 1% de plein de petits métaux des nouvelles technologies. D'accord. Alors, vous avez développé le concept de low-tech. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors les low-tech, c'est en fait un pied de nez justement au high-tech en disant le high-tech va nous planter. Et non seulement il va nous planter, mais il va nous planter très méchamment. On n'a encore rien vu. C'est un déferlement d'objets connectés, de big data, de trucs. Alors les big data, il paraît que ça va sauver la planète parce qu'on va suivre chaque arbre, que chaque arbre va écouter le bruit de la tronçonneuse. Là, il y a des trucs comme ça qui existent. Ils sont sympas, ces gens-là qui font des trucs. C'est bien, c'est plein d'énergie, mais ça va juste pas suffire. Parce qu'évidemment, on sait déjà que 99% de toutes les applications numériques qui sont en train de déferler, des centaines de milliards d'objets connectés qu'on nous promet, qui sont donc des déchets électroniques qui seront mal recyclés, mal réutilisés, ça va être pour des conneries. Ça va être pour vous proposer des offres marketing furieusement géolocalisées et personnalisées. Ça sera pour faire le bikini connecté. D'accord ? Bikini connecté, c'est sorti au printemps dernier. C'est un bikini qui a un capteur UV sur la fesse, et puis ça vous prévient, en fait, sur smartphone, qu'il est temps de retourner le steak sur la plage. Voilà. Mais non, mais c'est le monde dans lequel on vit. Donc après, on peut bricoler 2-3 trucs vachement sympas, mais pendant ce temps-là, il y a 99% des innovations qui sont orientées sur de la merde. Il faut se le dire, on est entre nous, on n'a pas trop de gens qui regardent tout ça. Voilà. Sympa ? Non, je sais pas, j'espère pas trop, parce que c'est téraoctets de machins qui prennent les câbles et tout, et les routeurs, c'est du boulot. Ça c'est pour le Non, je dire. plaisante. Voilà. Alors les low-tech, c'est le pied de nez au high-tech. Les high-tech, non seulement vont pas nous sauver, mais en plus, ça va nous envoyer dans le mur, et plus vite et plus gravement. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait des low-tech. Alors les low-tech, c'est pas la religion des Amish, c'est pas le retour à l'âge de pierre, le machin, la grotte, la bougie, tout ça, on voit tout passer. Non. Les low-tech, c'est se dire, j'essaye de faire une autre innovation, effectivement, une autre. Il faut changer de braquet, c'est-à-dire qu'en gros, on est face à la falaise avec la voiture de James Dean. Deux solutions, on appuie à fond sur l'accélérateur, on invente les ailes. Mais il y a un petit pari technologique, effectivement. On peut toujours essayer de le faire, hein. Donc c'est pour ça qu'on voit tout le temps des trucs sur Internet qui sortent et qu'on nous promet effectivement monts et merveilles, y compris jusqu'au transhumanisme, hein. C'est-à-dire que, parce que là, tout à l'heure on disait on n'a qu'une planète, mais non. La recherche titrait en septembre des milliards d'exoplanètes habitables. On en a une par personne. Elles sont un peu loin, c'est vrai, mais il y en a une par personne. Qu'est-ce qu'on se fait chier ce soir, quoi ? On peut pourrir celle-là, et puis on en a une par personne. Et l'autre sous-titre de la recherche, c'était vivre 140 ans du rêve à la réalité. Donc le truc transhumaniste. C'est-à-dire qu'on est déjà trop nombreux. C'est un peu le tabou ultime, mais bon, on est quand même un peu trop nombreux. On va le devenir de plus en plus trop nombreux, mais on va quand même vivre tous de plus en plus vieux, et on trouve ça super sympa. Et dès qu'il y a deux petits vieux qui se suicident un peu à la André Gorz, ça fait des articles dans le Parisien disant oh là là, mais qu'est-ce qui leur arrive les pauvres, hein ? Donc tout ça, c'est des trucs. Bon, je sais que c'est pas politiquement correct ce que je dis, mais c'est pas grave. Alors le low-tech, c'est bon ? Encore 2-3 minutes là. J'ai une régie très connectée qui fait hop, ça. là. Alors Bonsoir. bon, j'ai un bip bientôt. Hein, Bonsoir Los Angeles. Alors, quoique je sais pas quelle heure il est à Los Angeles, donc c'est pas possible. Le low-tech, c'est se poser trois questions. C'est pourquoi est-ce que je produis ? Et bon Dieu, pourquoi est-ce que je fais tourner la cage à hamster ? Qu'est-ce que je produis ? Comment je le produis ? Pourquoi je produis ? C'est la sobriété, parce que Sophie me connaît, donc voilà, elle a été convaincue. La sobriété, c'est-à-dire il n'y a pas de truc plus simple que le truc qu'on n'a pas besoin d'utiliser. Donc l'eau en bouteille, machin. Alors là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous chaussez vos Rangers kaki, et puis vous décidez de prendre toutes les mesures écolo-liberticides que vous voulez, démocratiquement, pas démocratiquement, enfin, voilà, tout est possible. Alors, quelques exemples. La voiture propre n'existera jamais. C'est pas possible de faire un truc entre guillemets propre, énergétiquement et puis au niveau des ressources. Vous avez compris que ça déposait il y a des trucs dans les pneus, les machins, les portières, c'est pas possible. La voiture propre, c'est le vélo. On n'a pas d'autre possibilité. Et comme évidemment, on ne peut pas tous enfourcher un vélo demain matin, parce que sinon c'est la révolution, on peut faire des choses, par exemple, par la voie réglementaire. Pourtant j'ai les moyens, je vous garantis, de m'acheter un char d'assaut d'occasion. Mais j'ai pas le droit, ce char d'assaut d'occasion, de le faire rouler sur autoroute, ni sur le périph'.
Parce qu'il y a en fait un État liberticide qui a décidé qu'on ne pouvait pas immatriculer un char d'assaut et circuler. Voilà. Et ben il faut, de la même manière, on peut tout à fait baisser le poids des véhicules qui augmente chaque année. On est à 1,3 tonne pour la bagnole de base, en gros. Et ben voilà, état d'urgence climatique. À partir du 1er janvier 2018, les nouvelles voitures neuves ne devront pas faire plus de 1000 kg. Et puis l'année d'après, ça sera pas plus de 970 kg. Et à cette vitesse-là, on va s'arrêter à 500 kg. On va faire une voiture à 1 litre au 100 très très vite. Voilà, simplement, il faut un peu de courage réglementaire, par exemple. Il y a d'autres exemples avec le bâtiment. Par exemple, le bâtiment basse consommation et tout, c'est bourré d'électronique, c'est bourré de capteurs, c'est bourré de petits trucs qui bougent. C'est pas possible de faire un truc bien. Ouais, je sais ça. Alors, je vais finir. Promis. Non, mais on a le bâtiment, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide d'enfiler un pull et de baisser la température de consigne. Ce soir, il fait très chaud. Voilà. On est en hiver, il fait hyper chaud. Qu'est-ce qui se passe, je sais pas quoi. Et on devrait tous être en pull au vert sur le plateau, voilà. Et on aurait un peu froid et on aurait les trucs chauffants de Lavoisier, là. Non mais c'est beaucoup. On n'a pas le temps. Il faut un siècle à la vitesse espérée aujourd'hui pour faire les 30 millions de logements français, par exemple. On n'en fait même pas 300 000 par an, il y en a 30 millions. C'est pas possible, on n'a pas le temps. Il faut baisser la température, etc. Ça, c'est la sobriété. Donc il y a plein de trucs à faire là-dessus, mais une foultitude de trucs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on gâche grave. On jette 25% de la bouffe à la poubelle en Europe, 25 à 30%. On mange trop de viande, etc. Il y a plein de choses à faire. Deuxièmement, c'est l'éco-conception. Qu'est-ce que je produis? L'éco-conception plus, donc c'est en gros... On peut se gargariser d'avoir que l'iPhone 4, si je puis dire. Enfin bon, moi j'ai aussi un téléphone portable voilà, qui est moins bien. Mais si je veux éco-concevoir un machin dans lequel il y a une station météorologique, un gyroscope à 3 axes, un accéléromètre pour jouer à Flight Simulator dans le métro, etc., c'est pas possible d'éco-concevoir un truc comme ça. Donc il faut revoir les fonctionnalités ABS. Il faut faire effectivement des trucs low-tech, des machins plus simples. Il faut revenir au moulin à café de grand-mère au lieu de la machine à expresso. Voilà. Ça demande un peu plus d'énergie, ça demande un peu plus de temps. Et le comment, le comment, c'est la question de... On a 5 millions de personnes qui ne bossent pas en France, ou qui ne bossent pas assez. Et à côté de ça, on est en train de robotiser, de mettre des drones, de continuer à mécaniser. L'intelligence artificielle va remplacer les agences bancaires, etc. Et bien tout ça, c'est consommateur de ressources, c'est consommateur d'énergie. Et il faut faire donc l'inverse. Alors évidemment, il ne faut pas enlever toute la mécanisation. Il y a toute une part de la mécanisation qui a correspondu plutôt à la baisse de la pénibilité, mais aujourd'hui c'est plus le cas. C'est une recherche de productivité pour la productivité, c'est la cage à hamster qui tourne pour rien. Voilà. Donc il faut inventer un nouveau monde industriel, commercial, on va dire pour pas chez personne, de post-croissance, de plein emploi, et c'est absolument possible. Voilà. Alors pour poursuivre le débat, on va inviter tout de suite Benjamin Tinck et Guy-Philippe Goldstein à nous rejoindre. Merci. Welcome.